Bonjour à tous, il est 11 h et bienvenue sur le webinaire qui va traiter ce matin du bouleversement du traitement fiscal des rémunérations des associés de SEL, SEL, Société d'exercice libéral. Alors, c'est un webinaire qu'on va animer à deux voix ce matin avec Thierry Vorin qui va se présenter juste après. C'est un webinaire qu'on va tenter d'animer encore une fois à deux voix et en lien avec vos questions, puisque vous avez possibilité de poser des questions et on vous invite à en poser le plus possible pour que ce webinaire soit le plus interactif et le plus pratique possible. Thierry, je te laisse la parole. Bonjour Caroline, bonjour à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre. C'est pour ce webinaire effectivement sur un sujet quelque peu d'actualité brûlant, même si ça fait un peu plus d'un an que ça nous alimente. Je suis expert comptable associé au sein d'Orcom, enfin nouvellement venu au sein d'Orcom, mais associé au sein de la société CFGS initialement, depuis un peu plus de 20 ans maintenant. Et je m'intéresse plus particulièrement par appétence à toutes les professions libérales. Voilà. Très bien. Alors, merci Thierry. Donc, je suis Caroline Masson, expert comptable et commissaire aux comptes associé d'Orléans, en charge notamment d'une clientèle de professions libérales, de pharmaciens également et de notaires. Voilà. Donc, pourquoi le sujet finalement nous alimente depuis plus d'un an maintenant, puisque les prémices sont arrivées en fin d'année 2022 avec un décret qui est venu, alors pas tout à fait passé inaperçu, mais on s'y attendait pas vraiment. Un décret qui est arrivé en fin d'année 2022 et qui a justement bouleversé tout ce qu'on connaissait finalement au niveau des professions libérales. Donc, encore une fois, c'est un sujet qui nous alimente depuis un an. Je pense que Thierry, là-dessus, tu ne vas pas me contredire. Oui, tout à fait. En fait, tout est né d'une petite divergence qui existait sur le statut des associés exerçant dans les CELAS. Et l'administration, sûrement dans un but de simplification et de clarification, a tenu à apporter quelques précisions. La seule chose, c'est qu'elle a étendu ces précisions non pas aux CELAS, mais à toutes les CEL. Et là où on était dans un régime plutôt carré, plutôt clair pour les rémunérations de CELAR, et donc de dire que c'était de l'article 62 au sens large, point, c'est-à-dire qu'il suffisait de reporter la rémunération du dirigeant dans la déclaration d'impôt, eh bien, on voit apparaître, comme dans les CELAS, une distinction entre les rémunérations, les fonctions de direction et les rémunérations des fonctions techniques. Tout à fait. Donc, ce sujet, encore une fois, a subi et subit encore plein de rebondissements depuis un an, puisque ce matin, Thierry, tu étais encore une fois de plus en webinaire aussi sur ce sujet-là. Oui, parce qu'effectivement, tout au long de l'année 2023, on a attendu des commentaires, on a posé les différentes instances professionnelles, y compris lors des experts comptables, ont interrogé l'administration fiscale, on attendait des réponses, on avait sporadiquement quelques éléments de réponse. Et fin d'année 2023, l'administration fiscale a apporté dans un rescrit, a apporté quelques précisions très claires, justement sur la manière d'opérer cette distinction. Et depuis, forcément, ça continue à évoluer. Et c'était une réunion ce matin du club fiscal des experts comptables, justement sur où on en était, sur les positions à tenir. Et puis, on va vous faire donc maintenant partager ce retour d'expérience. Alors, tout ça pour vous dire que c'est assez complexe, à la fois parce que c'est un changement qui est quand même radical, et aussi complexe parce que les textes ne vont pas au bout. C'est-à-dire qu'on ne nous fournit pas un mode d'emploi avec une application, je dirais, sur un plateau. On nous donne des demi-textes sur lesquels chacune des professions et les experts comptables aussi rebondissent avec des rescrits. Et on nous donne quelques éléments par bribes de réponse qui trouvent pouvoir à s'appliquer ou non. Donc, c'est juste pour vous dire finalement que
le webinaire de ce matin va dresser un état des lieux des dispositions et des réponses qui sont obtenues à date, sachant qu'on attend encore un certain nombre de commentaires de l'administration et un certain nombre de réponses. Et donc, ce webinaire est peut-être le premier alors non pas d'une longue série, parce qu'à un moment donné, on va pouvoir prendre des positions, mais en tout cas, c'est le premier et que d'autres suivront, ou au moins un autre suivra pour bien caler en fonction des réponses qu'on pourra avoir de l'administration. Voilà, donc ce matin, l'ambition, en une petite heure à peine, c'est vraiment de dresser l'état des lieux à date, avec des infos toutes fraîches de ce matin. Et puis de toute façon, des précisions seront apportées un petit peu plus tard, parce que vous verrez qu'il reste bon nombre de points en suspens. Oui, et puis les actions entreprises actuellement vont probablement faire évoluer encore la position de l'administration. Tout à fait. Donc, encore une fois, n'hésitez pas à poser vos questions. Je pense que c'est au fil de l'eau, ce sera le plus efficace, le plus pertinent. N'hésitez pas, on tentera d'y répondre en séance. Alors, au programme ce matin, l'état des lieux des textes. Donc ça, je pense que c'est important de vous donner les textes de référence. Donc, c'est vraiment l'état des lieux qui sera dressé ce matin. On expliquera aujourd'hui comment l'administration fiscale et l'URSSAF voient l'imposition des revenus des associés de sociétés d'exercice libéral. On verra ensuite les conséquences qui en découlent un petit peu en cascade sur les impôts tels que la TVA, la CFE, et puis l'épargne, et puis ce qui se passe en termes d'épargne salariale. Et enfin, sur les modalités d'application, là, Thierry et moi, on vous donnera la vision des experts Orcom sur le sujet. Donc, c'est parti pour 1 heure. Alors, pour planter le texte, je vais tenter de ne pas faire défiler le support en automatique. Alors, sur l'état actuel des textes, il faut se référer, encore une fois, je vous disais en fin d'année dernière, en fin d'année 2022, le 15 décembre 2022, on a eu un décret qui est venu comme un gros pavé dans la mare, qui est venu dire attention, tout ce que vous connaissez aujourd'hui ne sera plus d'application à compter du 1er janvier. Au début, c'était 2023. Et puis, face aux discussions que ça a suscité, ils ont dit on va mettre une tolérance en 2023. Et puis finalement, vu les difficultés techniques de mise en œuvre relevées, ils ont dit finalement ce sera 1er janvier 2024. Voilà. Donc la date, on l'a eu, c'est 1er janvier 2024. Donc là, on est en mars 2024, ce qui veut dire que normalement, ça s'applique depuis 2 mois et demi. Donc les textes d'origine, ce sont la mise à jour du BOFIP du 15 décembre 2022 et une autre mise à jour du 5 janvier 2023. Voilà, donc dans la note d'information que Orcom avait diffusée auprès de ses clients partenaires, on avait les liens qui renvoyaient sur les textes du BOFIP, sur lesquels vous pourrez encore une fois vous référer. Il y a eu ensuite une mise à jour du BOFIP du 27 décembre 2023. Thierry en faisait mention tout à l'heure. Dans cette mise à jour du BOFIP 2023, l'administration publie un rescrit et aménage des commentaires pour répondre à toutes les interrogations qui ont été suscitées entre le 5 janvier 2023 et le 27 décembre 2023. C'est-à-dire qu'il y a eu 1 an où toutes les professions libérales, toutes les professions réglementées et des professionnels d'expertise comptable, pendant 1 an, ont posé des questions à l'administration fiscale en leur disant « Ok, vous nous dites de faire ça, mais comment on fait ? Voilà, comment vous voyez les choses et comment on peut faire ?» Donc finalement, ça a été 1 an de questions et l'administration a apporté un certain nombre de réponses dans un texte, une mise à jour du BOFIP du 27 décembre 2023. Et on va vous donner tous ces éléments qui ont été commentés dans ce texte-là, juste après. Voilà, donc tout ce qu'on nous dit, c'est que, en gros, toutes les rémunérations des associés d'une société d'exercice libéral, alors la société d'exercice libéral, encore une fois, c'est une structure qui est dédiée à accueillir l'exercice d'une activité qui est ordinale, une activité qui est libérale,
Donc, on retrouve les CELAR, les CLK, les CELAS, les CELAFA et toutes ces autres formes sociales qui sont destinées à accueillir une activité libérale, donc avec des associés qui exercent leur profession. Donc, auparavant, toutes les rémunérations de ces associés dans ces sociétés d'exercice libéral étaient considérées comme des traitements et salaires et donc imposés comme tels. Voilà. Donc ça, c'était ce qu'on connaissait jusqu'au 31 décembre 2023. Avec surtout pour les CELAR, puisque les CELAS, quand même, il y avait une distinction qui était quand même émise entre la rémunération du président, qui était soumis aux règles du traitement et salaire au niveau URSSAF et donc avec fiche de paye, et puis la rémunération technique. Et c'est là-dessus qu'il y avait un distinguo, on va dire, entre l'administration et la Cour de cassation, où l'un disait c'est l'article 62, report sur la déclaration de revenus comme une rémunération de gérant, on va dire, de travailleur indépendant. Et puis l'autre qui disait, non, c'est une déclaration professionnelle, numéro 2035 qu'il faut faire. Et c'est pour clarifier cette position-là que l'administration a au départ tranché dans le BOFIP le 15 décembre 2022. Donc l'insécurité ne concernait à l'époque que les CELAS. Les CELAR étaient effectivement en article 62. Et la logique, c'est grosso modo, je fixe une rémunération dans l'Assemblée générale, je l'inscris ensuite avec la CSG non déductible, mais peu importe, dans la déclaration 2042. Je peux bénéficier de l'abattement pour frais professionnels de 10%, plafonné à 14 000 € pour faire simple. Mais voilà, donc c'était quand même quelque chose de très simple, qui fonctionnait bien, qui posait pas trop de questions, je dirais, mais qui a été complètement remis en cause et donc à effet du 1er janvier 2024, je le redis. Tout à fait. Donc, au niveau des CELAR, ça fonctionnait bien. Pas d'ambiguïté. C'est au niveau des CELAS qu'on avait en effet cette ambiguïté et que l'URSSAF avait, dans sa circulaire ACOS, avait tranché les choses. Mais l'administration est venue finalement tout bouleverser en fin d'année 2022. Donc, tout ça pour nous dire qu'au 1er janvier 2024, toutes les rémunérations qui sont perçues par un libéral au titre de l'exercice de son activité professionnelle sont maintenant considérés dans la catégorie des bénéfices non commerciaux. Voilà, pourquoi? C'est parce que finalement l'administration considère que dans le cadre de l'exercice de son art, le professionnel libéral n'a pas de lien de subordination avec la société d'exercice libéral et donc sa rémunération doit suivre le traitement bénéfices non commerciaux en vertu de son indépendance et de l'exercice de son art. Quelle que soit la forme sociale, que ce soit CELAS, CELAR, c'est le cas dès lors qu'on est dans le cadre d'une société d'exercice libéral, on impose les revenus issus de l'activité libérale en bénéfices non commerciaux. Seul peut rester imposé en traitement et salaire, ce qui serait ce qu'on appelle le mandat social, c'est-à-dire l'exercice de la direction de la structure d'exercice libéral. Et celle-ci pourrait rester en traitement et salaire. Alors, sans mettre de la complexité, je t'en prie. Je complète juste sur une chose, c'est que tout ce qu'on est en train d'évoquer là, à ce jour, à date, ça ne concerne que les CEL, que les sociétés d'exercice libéral, puisqu'un certain nombre de professions, notamment notaires, avocats, peuvent exercer ou en CEL ou en société de droit commun. J'insiste, pour l'instant, toutes ces règles qu'on va évoquer, qu'on va descendre, ne concernent que les CEL pour l'instant. Tout à fait. On est vraiment, le BOFIP précise bien société d'exercice libéral. Donc, à ce jour, on ne va parler que des sociétés d'exercice libéral. Donc, pour appliquer en fait cette nouvelle disposition du BOFIP, le point d'attention, c'est vraiment de pouvoir distinguer la rémunération qui est relative à la fonction technique, donc ce qu'on appelle l'activité libérale, qui là rentre dans la case des bénéfices non commerciaux, de l'activité liée au mandat social, qui est la direction, la gestion d'une société d'exercice libéral,
qui là peut rester en traitement et salaire. Mais vous verrez que l'administration est venue compléter cette possibilité dans sa mise à jour du 27 décembre 2023 en laissant quasiment plus de liberté, et en tout cas en encadrant bien les modalités de cette répartition entre les deux catégories de revenus. On arrive sur ce tableau que, pardon. Alors, attendez, il faut juste que, voilà, non. Voilà. On arrive sur ce tableau que beaucoup ont dû déjà voir. Donc, ce tableau-là, c'est un tableau qui existait déjà au 15 décembre 2022 et qui vient en fait expliquer où il faut se positionner suivant la forme sociale et suivant la rémunération, qu'elle soit au titre du mandat social ou qu'elle soit au titre de l'activité libérale. Le point central qui est retenu par l'administration et par l'URSSAF sur ces sujets-là, c'est l'existence ou non d'un lien de subordination. Voilà, le lien de subordination, on le rappelle, c'est ce qui caractérise un contrat de travail entre une société et un salarié. Le lien de subordination, finalement, c'est ce qui caractérise l'activité traitement et salaire. Voilà. Et l'administration est venue bien repréciser ce point en disant, dès lors qu'il y a lien de subordination, traitement et salaire, s'il n'y a pas de lien de subordination, a priori, activité libérale, BNC. Donc, si on reprend ce tableau, la lecture est, une fois qu'on l'a vu 2-3 fois, elle devient plus simple, on va dire. Au niveau des CELAS, donc les CELAS, c'est des sociétés qui sont assimilées, si on transposait aux sociétés commerciales, aux SAS. Donc, la CELAS ou la CELAFA, on considère qu'au titre du mandat social, on est en traitement et salaire, donc bulletin de paye, a priori. Et au titre de l'activité libérale, il faut caractériser soit le lien de subordination, donc là, on resterait en traitement et salaire, soit il n'y a pas de lien de subordination, et là, dans ces cas-là, on est en bénéfices non commerciaux. Dès lors qu'il n'y a pas de lien de subordination, encore une fois, c'est ce qu'il faut retenir. Donc, pas de contrat de travail et pas finalement de pression sur l'exercice de l'art de son activité libérale. On est en bénéfices non commerciaux. L'administration sociale a plusieurs fois essayé de requalifier d'ailleurs le lien, de dire qu'il y avait un lien de subordination, puisque les cotisations sociales sont beaucoup plus élevées dans le cadre du lien de subordination que dans le cadre de l'absence de lien de subordination. Mais elle a souvent perdu dès l'instant où il s'agit de professionnels qui dépendaient d'un ordre, puisque en fait le lien de subordination existe surtout vis-à-vis de l'ordre. Le professionnel indépendant exerce quand même, quoi qu'il en soit, de façon indépendante. Et il n'a pas réellement de compte à rendre à sa société, je dirais. C'est pas parce qu'ensuite il s'organise pour qu'il n'y ait pas de fermeture pendant les congés ou ce genre de choses qu'il y a un lien de subordination. Donc, le nombre de cas avec lien de subordination, c'est très théorique. Et, moi, personnellement, j'en ai pas dans ma clientèle. Tout à fait. C'est finalement l'indépendance, c'est une valeur qui est forte au niveau de toutes les activités libérales. Ça fait partie des valeurs qui sont défendues par le professionnel, de se dire on a une indépendance dans l'exercice de ses fonctions, que ce soit indépendance vis-à-vis des clients, par exemple, possibilité de se dire je signe ou je ne signe pas, je vais au bout d'une signature pour un notaire ou pas, je suis médecin, je prescris ou pas. Voilà, il y a cette indépendance qui est forte dans l'exercice de l'art d'un professionnel libéral. Et finalement, l'indépendance, on considère, en tout cas, chacun des ordres considère qu'elle est à l'opposé d'un lien de subordination. Donc c'est pour ça qu'en fait, on fait bien cette distinction entre indépendance dans l'exercice de son activité libérale auprès de la clientèle, auprès de la patientèle, de ce que tu disais Thierry sur l'indépendance vis-à-vis d'une hiérarchie, mais qui serait sur plutôt une prise de congé, une décision de fermer, décision d'embaucher, de licencier, enfin voilà, qui serait plutôt là dans le cadre de la gestion d'une entreprise. Voilà, il y a l'indépendance dans le cadre de l'exercice de son activité libérale,
et finalement sa dépendance vis-à-vis d'une structure de gestion. Voilà, ce qui est un peu différent. Je ne sais pas si tu veux compléter, Thierry, pour que ce soit très clair. Non, mais tout à fait. Tout à fait. Et donc, fondamentalement, ce qu'on qualifie en traitement et salaire, c'est avec une fiche de paye. Ce sont donc des cotisations sociales qui sont à peu près de l'ordre de 80% du salaire net, alors que l'article 62, tel que c'est évoqué un peu plus loin, c'est le régime non salarié. Et cette fois-ci, c'est des cotisations sociales qui sont plutôt de l'ordre de 50% du salaire net, quoi. Et pour le coup, il n'y a pas de fiche de paye. Tout à fait. Donc, alors, ça, c'est sur le cas des CELAS. Sur le cas des CELARN, on a deux catégories de traitement des professionnels dans le cas d'une CELARN. On aurait ce qu'on appelle les gérants minoritaires, c'est-à-dire qu'un gérant qui n'aurait pas 50% au moins des votes, ou alors qui ne serait pas membre d'un collège qu'on appelle majoritaire. Donc là, dans ces cas-là, on est dans le cas d'un gérant minoritaire. Et là, vous voyez, hein, soit sur le mandat social, on est toujours en traitement et salaire, et sur l'activité libérale, on suit le même régime finalement qu'un dirigeant de CELAS. On est en BNC si on considère qu'on n'a pas de lien de subordination, et on serait en traitement et salaire si on considérait qu'on aurait un lien de subordination. Bon, ce dernier cas, encore une fois, il est difficile à défendre hein, quand on est sur des professions ordinales où on signe notre indépendance. Je vois pas trop de cas, effectivement, où il y aura un gérant minoritaire, c'est-à-dire que le gérant ne détiendrait pas plus de 50% de la structure. Ça, tout à fait. Bon, le collège, un gérant. Il est dans le tableau, très clairement. Je pense qu'il y aura vraiment des cas, mais vraiment très, très à la marge. Et ensuite, on a le cas qui nous intéresse le plus parce que c'est le plus courant, qui est le gérant majoritaire. Donc, le gérant majoritaire, c'est soit un seul gérant qui détient donc la majorité, soit un gérant qui serait membre d'un collège de gérants, donc plusieurs gérants qui, à eux tous, sont majoritaires. Voilà, donc là, on est dans le cadre du collège de gérance majoritaire ou du gérant majoritaire. Et là, dans ces cas-là, sur le mandat social, c'est traitement et salaire. Et sur l'activité libérale, on est dans le cas des BNC, comme on a dit. Donc, les cas qui sont les plus courants, encore une fois, ce sont les gérants majoritaires de SARL et puis les dirigeants de CELAS. Voilà. Donc, pour interpréter ce tableau-là, qui est quand même pas si simple que ça, ce qu'on voit, c'est que l'enjeu, c'est de bien déterminer ce qu'on met dans la rémunération au titre du mandat social et ce qu'on met dans la rémunération au titre de l'activité libérale. Alors, c'est pas si simple. Alors là, moi, non. Pendant toute une année, j'ai imaginé qu'on allait faire un peu comme dans n'importe quelle société, finalement, et que le gérant avait quand même des pouvoirs assez larges et qu'on allait fixer une rémunération à l'aide de l'ordre de 5 000 € par mois, voire même pour certains professionnels, de dire tout relève de l'article 62 parce que, et je crois que c'est d'ailleurs ce que les pharmaciens avaient tenté de faire, de dire tout, c'est totalement impossible de dissocier et je mets tout en article 62 parce que je passe de ma fonction technique à ma fonction de gérant constamment. Et l'administration, au mois de décembre dernier, nous a recadré, si je puis dire. Nous a recadré sévèrement, puisque au niveau de l'ordre, on avait été, de l'ordre des experts comptables, on avait été plus modéré quand même, parce qu'on avait envisagé une répartition qu'on pourrait dire forfaitaire 70-30, donc 70 fonctions techniques BNC et 30 mandats sociaux, ou 80-20, ou 90-10. Voilà, on avait envisagé au niveau de l'ordre sur la modalité d'application, et c'est d'ailleurs ce que le Conseil national des experts comptables avait proposé à l'administration fiscale, de retenir un prorata qui pourrait être celui-ci, 70-30, 80-20, 90-10, suivant les cas. Voilà, c'était la mesure. Ils ont retenu la logique, tu remarqueras, Caroline. Ils ont retenu la logique, mais que la logique. Mais dans l'idée, c'était en gros pour mettre une faisabilité. Pouvons-nous retenir un coefficient, enfin une cote-part, qui pourrait être simple? Et donc, ils ont trouvé que c'était une bonne idée, en effet. Mais par contre, la réponse n'était pas à la hauteur de nos attentes, puisqu'ils ont dit, OK, on peut retenir un coefficient qui sera 95,5. Donc, ils sont allés au-delà de ce qu'on avait dit. Donc, dans la précision du 27 décembre 2023, l'administration nous dit que si
il n'est pas facile ou il n'est pas possible de déterminer de façon simple et fiable la répartition des temps entre exercice de l'art et mandat social, on retiendrait une quote-part de 95% exercice de l'activité libérale, 5% mandat social. Voilà. Effectivement, c'est sévère. C'est très sévère. Alors, il y a une possibilité sinon de le dissocier, bien entendu, et la seule méthode que je vois pour dissocier, c'est de suivre ces temps et donc de définir quel temps je passe finalement sur mes fonctions de mandat social et quel temps je passe sur mes fonctions au titre de l'activité libérale, mes fonctions techniques. Là encore, l'administration, dans son BUFIP, nous a expliqué. Alors c'est curieux parce que selon ceux dont on parle, sa position n'est pas tout à fait la même pour définir ce que sont les fonctions d'un gérant, d'un mandataire social. Et je le lis parce que ça m'a juste sidéré. Donc, par exemple, le mandataire social doit convoquer les assemblées, représenter la société dans les rapports avec les associés à l'égard des tiers, une décision de déplacement du siège social de la société, l'assemblée générale elle-même, à contrario, relève des fonctions techniques toutes les tâches administratives inhérentes à la pratique de l'activité libérale, facturation du client, bien sûr, du patient, de l'encaissement, les prises de rendez-vous, les approvisionnements de fournitures, la gestion des équipes ou les rédactions de documents tels que les ordonnances, etc. Autrement dit, là, en l'occurrence, l'administration nous explique clairement que les fonctions de mandataire social, 5%, c'est peut-être déjà très large. Si c'est 10 heures ou 15 heures par an, c'est le grand bout pour eux. Voilà. Donc, je pense qu'on est pour l'instant astreint à cette quote-part de 5% de rémunération au titre d'essai, enfin au titre du mandat social. Alors, ce qu'on a compris finalement de cette mise à jour du 27 décembre, de cette précision de l'administration, c'est qu'on ne mettait pas les mêmes choses dans le mandat social. Voilà. L'administration fiscale a une vision beaucoup plus restrictive du mandat social que nous, on pouvait l'avoir. En l'occurrence, parce que sur d'autres sujets, qu'on n'évoquera pas, ce n'est pas l'objet aujourd'hui, mais sur d'autres sujets du travail ou que sais-je, elle a une autre vision. Exactement, tout à fait. C'est une question de point de vue. Alors. Donc, on voit tout de suite quand même qu'il y a un intérêt immédiat, enfin, il y a une conséquence immédiate, c'est que d'une part, il faut faire bien sûr une déclaration professionnelle si je suis en BNC, mais c'est aussi que tout simplement, je perds l'abattement de 10% de frais professionnels sur mes traitements et salaires. Exactement. Donc, ce qu'on comprend finalement, c'est qu'on va devoir imposer une partie de la rémunération des associés de sociétés d'exercice libéral sur un régime BNC. On va devoir imposer en gros 95% de leur rémunération sur un régime BNC. Alors, le régime BNC, on va avoir deux façons de l'imposer. Soit on sera sur un régime réel, c'est-à-dire une déclaration 2035 qu'on appelle sous le régime de la déclaration contrôlée, donc au réel, soit l'administration nous dit et nous confirme, vous allez pouvoir bénéficier du régime micro BNC, qui est plus simple d'application, mais sous réserve de respecter le seuil de recettes qui est prévu pour l'application du régime. Alors, l'application du régime, les recettes qui sont maximum, c'est il ne faut pas dépasser sur les recettes N-1 ou N-2 pour avoir la référence de 77 700 €. Et là, on parle de recettes brut, le super brut, voilà, ce qu'ils appellent le super brut, c'est-à-dire la rémunération augmentée de l'ensemble des charges sociales. Voilà, dès lors que la rémunération de l'associé de société d'exercice libéral, le super brut, est en dessous de 77 700, on peut appliquer le régime micro BNC, c'est-à-dire moins de déclaration, pas de déclaration 2035. Si on dépasse
si le super brut dépasse 77 700, on tombe dans le champ de la déclaration contrôlée, donc la déclaration 2035. On pourrait même imaginer qu'il faudrait même rajouter éventuellement les cotisations ordinales dans ce super brut. Tout à fait. Tout à fait. Là, on parle vraiment des 77 700. Ce seuil-là, c'est ce qu'on appelle le super brut. Voilà, super brut, c'est-à-dire rémunération plus charge sociale, plus en effet tout ce qui permet tout ce qui concourt finalement à la capacité à exercer l'activité libérale. Donc, tout à fait, les cotisations ordinales le sont. Donc, pour faire simple, c'est toute personne qui gagne plus que 50 000 euros net par an de rémunération n'est pas éligible au régime micro. Alors, il y avait un débat quand même, on peut peut-être en parler là, il y avait un débat sur qu'est-ce qu'on appelle le super brut. C'est est-ce qu'on prend la rémunération de l'associé en tant que tel, c'est-à-dire ce qu'il perçoit, ou alors il y avait eu aussi la question de est-ce qu'on prend la quote-part de ses recettes. Typiquement, un associé qui est associé à, mettons, 10% d'une structure d'exercice libéral, quelle qu'elle soit, un notaire ou médecin ou expert comptable, enfin voilà, toutes ces activités ordinales, si on détient 10% du capital d'une société, d'une structure d'exercice libéral qui ferait 1 million de chiffre d'affaires, eh bien, le seuil à retenir, ce serait 100 000. Voilà, c'était la question. C'était est-ce que je retiens le montant encaissé au titre des revenus ou est-ce que je retiens la quote-part du chiffre d'affaires de la structure d'exercice libéral rapporté à mon pourcentage de détention de cette structure. Bon, il semblerait qu'on aille sur le premier cas, c'est-à-dire la rémunération perçue, voilà, les montants qui sont perçus par l'associé et non pas par la SEL. Oui, clairement. Clairement, c'est la rémunération, mais sauf que c'est la rémunération pas nette, c'est bien la rémunération augmentée de toutes les charges, toutes les dépenses professionnelles de l'associé qui ont été prises en charge jusqu'alors par la société, mais qui sont en fait des charges personnelles à l'associé, type l'URSSAF, la Carchidan, la CARM, enfin, la CIPAV, la CAVEC, etc., etc. Donc, toutes les caisses sociales, les lois Madelin éventuellement, enfin, etc., etc. Tout à fait. Alors, ça nous amène à la question en matière d'impôts, notamment quelles sont les conséquences finalement, parce qu'on a compris, hein, on va devoir avoir un BNC pour chacun des associés de structures d'exercice libéral. Donc ça c'est très clair. On va avoir un BNC et donc quid de la TVA et quid de la CET. Alors, sur ce point-là, l'administration a tranché. Ça, pour le coup, c'est très clair. On nous dit que seule la structure d'exercice libéral est assujettie à la TVA et que l'associé qui perçoit donc sa rémunération imposable dans les BNC n'est pas soumis à TVA. C'est-à-dire la TVA, elle se loge au niveau de la structure d'exercice libéral. Alors ça, c'est très clair. L'administration a vraiment répondu de façon très claire sur ce sujet-là. Pour autant, il y a quand même un sujet qui reste à trancher puisque on nous dit quand même, hein, ça fait partie des commentaires, que la rémunération de l'associé ne sera pas, alors là je fais une petite parenthèse pour les comptables, ne sera peut-être pas en 64, mais sera plutôt en 62. Voilà. Ce qui veut dire qu'on la constaterait comme un tiers extérieur, comme des honoraires. Et dans ces cas-là, là, on nous dit oui, mais il n'y a pas de TVA. Donc, a priori, les intervenants extérieurs sont quand même soumis à TVA. Donc, bon, sur ce point-là, l'administration, je pense, va rendre un avis qui s'alignera à sa position d'avant, de dire finalement, on confirme bien qu'il n'y a pas de TVA et que tout se joue, je dirais, au niveau de la structure d'exercice libéral. Donc, il n'y a pas de facturation non plus obligatoire. Hein. Il n'y a pas de facture à établir. Ouais.
Tout à fait. Donc, on ne rentrera pas dans ce jeu-là de la facturation BNC, Société d'exercice libéral. Ce sera assez simple comme une remontée de flux. Donc, pas de TVA et du coup, pas de CFE non plus, pas de CET pardon, non plus, donc pas de CFE, pas de CVAE au niveau de l'activité BNC. On aura vraiment tous ces impôts-là qui seront pas, il n'y aura pas de redondance hein, entre les deux structures, entre les deux, ouais, entre Mais pas non plus d'option IS possible d'ailleurs pour le professionnel libéral pour son BNC comme c'est aujourd'hui possible en individuel, puisqu'il ne s'agit en fait tout simplement pas d'une entreprise individuelle. C'est vraiment un nouveau statut à part. Tout à fait. Et donc, pas d'épargne salariale non plus, Thierry. Et non, malheureusement, l'associé professionnel indépendant ne pourra pas prétendre, puisqu'il n'est pas lié réellement à la société au titre de ses fonctions techniques, eh bien, ne pourra pas prétendre non plus à tous les dispositifs d'épargne salariale. Cependant, il pourra en bénéficier dans le cadre de son mandat social. Alors, on voit tout de suite que dans les SEL, oui, dans les SEL, oui. On voit tout de suite quand même qu'il y a donc un intérêt. Là où on pourrait se dire, bah, pour 5%, c'est pas la peine de créer une usine à gaz. Je vais pas prendre de rémunération au titre du mandat social. Supposons que quelqu'un qui se fasse 100 000 euros en temps normal de rémunération, il va pas mettre 5 000 euros en traitement et salaire, ça change rien. Eh bien, si, il peut y avoir un intérêt parce que ces 5% pourraient lui permettre d'ouvrir droit, en fait, à l'épargne salariale, comme ce qu'il a aujourd'hui en tant que gérant classique. Tout à fait. Donc, l'épargne salariale, on entend bien sûr plan d'épargne entreprise avec l'abondement de 3 600 euros ou 3 700 euros l'an, plus le PERCO qui est le double, etc., éventuellement contrat d'intéressement, etc. Donc, on l'a compris, pas d'incidence en matière d'impôt, de TVA, de CET, dès lors que la SEL est soumise aux impôts commerciaux directement. Et ça ne vaut que si l'activité de l'associé donc dans son BNC est exclusivement tournée vers la SEL. Voilà, c'est-à-dire que si le professionnel libéral exerce une autre prestation directement, là par contre il serait soumis aux impôts. Voilà. Mais dès lors que la totalité de son activité, 100% de son temps et de sa rémunération est dédiée à la structure d'exercice professionnel qui elle-même est soumise aux impôts TVA, CET, il en sort du champ. Voilà. Il n'y a que la SEL qui est assujettie. Tout à fait. Alors, sur un plan pratique, qu'est-ce qu'on fait, Caroline? Ben, on a compris qu'on devait faire quelque chose. Bon, il y a quand même peut-être un petit bémol. Hein. Il faut quand même préciser donc que chaque profession, plus ou moins d'ailleurs, pas toutes les professions, mais est en train de se positionner, est en train de communiquer auprès de ses membres, ou alors d'entamer des procédures vis-à-vis de l'administration. Alors, on peut citer par exemple les notaires qui ont récemment écrit, je crois le 19 janvier ou le 18 janvier, je ne sais plus, j'ai le courrier, mais qui étendent carrément ce texte-là, eux, à toutes les sociétés d'exercice, qu'il s'agisse de sociétés de droit commun, de SCP, de SEL, enfin, le principe là, ils le généralisent complètement. Alors peut-être sont-ils précurseurs, hein, mais pour l'instant, quand même, je rappelle que le texte ne vise que les SEL. On peut aussi noter quand même que les avocats, estimant probablement à raison que le texte est discriminatoire, puisqu'on peut exercer la profession, par exemple, d'avocat, à la fois sous forme de SEL comme sous forme de SARL, eh bien, estime qu'avoir deux traitements différents pour un même professionnel selon qu'il est en SEL ou en SARL, c'est pas d'une égalité de traitement terrible, et donc entame des procédures aujourd'hui pour requalifier en fait toute cette position comme étant discriminatoire et anticonstitutionnelle, quoi, quelque part. Donc peut-être obtiendront-ils gain de cause. C'est fondé en tout cas. Hein. Clairement, on voit bien le distinguo, hein, puisque si je suis gérant de SARL d'avocat, je mets tout en article 62. Si je suis gérant d'une SELARL d'avocat,
eh ben, j'ai 5% en article 62, j'ai 95% en BNC, en rémunération technique. Bon. Et quand bien même l'activité, enfin l'exercice de l'activité est le même. Le même. Tout à fait. Bon, les grands sachants ont l'air de dire quand même que quoi qu'il en soit, c'est totalement vrai, hein, c'est discriminatoire, mais que la tendance actuelle sera probablement vers un alignement des planètes, si je puis dire, enfin de tous les régimes, vers le régime tel qu'il est proposé là. Bon, à suivre, à voir. Donc aujourd'hui, en conséquence, faut-il faire quelque chose? Alors justement, à la lueur de ce qu'on vient de dire, en effet, on sait que il y aura un alignement forcément entre les structures d'exercice, hein, qu'elles soient libérales ou commerciales. Pour l'instant, l'horizon, on ne connaît pas, puisqu'il n'est pas du tout précisé par l'administration, quand bien même il y a eu des rescrits qui ont été adressés à l'administration. Ça, pour l'instant, ce n'est pas clarifié. Voilà, chaque profession est sur le sujet, hein, puisque chacun dépose ses rescrits et essaie d'informer, en tout cas, au mieux. Donc, on sait qu'il y aura alignement. Pour l'instant, on ne connaît pas l'horizon. Alors, si toutefois tout s'embarque comme annoncé dans les différents décrets de 2022 et 2023, ce qu'on nous dit, c'est qu'il va falloir tenir une comptabilité au titre du BNC. Donc, et ça, c'est d'application dès le 1er janvier 2024. C'est-à-dire que je suis associée d'une structure d'exercice libéral. Depuis le 1er janvier 2024, les rémunérations que je perçois doivent, à 95%, être intégrées dans mon futur BNC. Je dis futur BNC puisque aujourd'hui, quand bien même on nous dit que le régime doit trouver à s'appliquer, vous n'existez pas encore en tant que tel en BNC, puisque pour exister en tant que tel en BNC, il va falloir s'inscrire auprès du guichet unique pour obtenir un numéro SIRET. Voilà. Et cette inscription n'est à aujourd'hui pas possible. Sachant que la plupart d'entre vous avaient déjà un numéro SIRET quand même au titre pour l'URSSAF, quoi, tout simplement pour payer l'URSSAF TNS, les travailleurs indépendants. Oui, mais qui ne sera pas le même. Parce que le numéro que vous avez aujourd'hui, il est uniquement pour être connu de l'URSSAF, mais pas, ce sera indifférent après immatriculation auprès du guichet unique. Et cette immatriculation auprès du guichet unique, elle ne pourra se faire qu'au cours du premier semestre 2024, puisque le guichet unique n'est pas prêt pour cette formalité-là, jusqu'à mai 2025, qui est la date butoir à laquelle il faudra déposer votre déclaration BNC, qu'elle soit en micro. Donc là, dans ces cas-là, ce n'est pas une déclaration, c'est un report sur votre déclaration de revenus, ou qu'elle soit en régime réel de la déclaration contrôlée, et donc l'établissement d'une déclaration qu'on appelle 2035, qui sera déposée en mai 2025. Mais effectivement, ce parcours n'est toujours pas fléché. Le guichet unique ne sera sûrement opérationnel que courant du deuxième semestre 2024. Donc, pour l'instant, bon, j'en ai presque envie de dire, il est urgent d'attendre, mais de toute façon, de fait, on doit attendre puisque l'immatriculation n'est pas possible et l'immatriculation est le point de départ de tout, hein, finalement, puisque dès lors que vous avez un SIRET et une existence auprès d'administration fiscale notamment, de là, vous pourrez ouvrir un compte bancaire dédié à accueillir vos rémunérations et à payer vos charges sociales au niveau de votre activité d'associé BNC. Et ça, encore une fois, c'est horizon plutôt fin d'année. Je crois, Thierry, que tu avais des nouvelles toutes fraîches. Alors, il y a quand même normalement quelque chose à faire, 2-3 petites choses à faire dès à présent. La première, ce serait quand même de mettre à jour les statuts pour prévoir une disposition d'ordre générique sur comment sera fixée la rémunération de l'associé professionnel indépendant. Parce que forcément, cette rémunération, elle doit être fixée. Aujourd'hui, cette rémunération n'est pas prévue dans les CEL, les statuts. Donc, il faut quand même prévoir ces modalités. Et il ne s'agira pas de
prévoir ça début 2025 de manière rétroactive. Donc, je pense qu'il est probablement intéressant de le faire dès à présent dans les statuts, la mise à jour de ces statuts. Mais il ne s'agit pas de la fixer, il s'agit juste de fixer les modalités de la manière dont elle sera fixée, probablement par assemblée générale. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, ce serait, mais là, je pense que c'est déjà le cas dans bon nombre de cas, ce serait de sécuriser en fait contractuellement le revenu et les relations entre associés, professions indépendants et la société. Et ça peut se faire au travers d'un règlement intérieur et surtout aussi au travers d'un pacte d'associés. C'est déjà ce qui existe dans bon nombre de CELAR quand il y a notamment un associé minoritaire exerçant. Parce que pour l'instant, sinon sur le reste, je serais tenté de dire que, alors, éventuellement ouvrir un compte bancaire, mais il ne va pas être activé tant qu'on ne sait pas exactement ce que va être, par exemple, le sort de toute cette déclaration 2035, ce statut d'API, parce que c'est peut-être pas la peine de demander à l'URSSAF de basculer demain les cotisations URSSAF sur le nouveau compte bancaire, et puis après-demain de rechanger dans l'autre sens, quoi. Pour l'instant, autant de rien bouger. Et puis, tout simplement, ce sera nous, professionnels du chiffre, lorsqu'on fera les déclarations, une fois qu'on en saura un peu plus, que ce sera définitif, qu'on rétablira la déclaration dite 2035. Donc, le point de départ de l'action, ce sera l'ouverture du guichet unique. Oui. Courant, sûrement fin d'année 2024, deuxième semestre 2024, septembre à décembre, j'imagine. Mais pour l'instant, en tout cas, il est loin d'être opérationnel. Parce que tout simplement, et puis il est urgent de ne pas se précipiter parce qu'il y a trop d'incertitudes encore qui existent. Rien ne dit que, compte tenu des démarches tentées notamment par les avocats, finalement, cette disposition soit invalidée et qu'on revienne à la situation antérieure, au moins dans un premier temps. Rien ne dit aussi que, peut-être pas pour 2024, mais pour 2025, cette position-là sera au contraire élargie, étendue à d'autres formes d'exercice libéral et peut-être même à d'autres formes, d'autres sociétés, quoi. Tout à fait. Bon, on l'a compris, il y a des choses encore qui sont à préciser. Et bien évidemment, comme depuis un an, on est en veille sur l'ensemble de ces sujets et on communique régulièrement pour accompagner de toute façon nos clients et nos équipes vers ces changements qui sont majeurs sur tous les sujets, puisqu'à la fois la fiscalité sur et puis tout à fait. Il y a d'autres sujets d'ailleurs dont on n'a pas traité spécifiquement. C'est les dividendes des cotisations, des dividendes qui sont versés aux associés ou à leur holding, SPFPL, on l'a vu. Je pense que tout à chacun voit de quoi je parle. Vu l'incertitude dans laquelle on est aujourd'hui, la mouvance des textes probables, et en plus un renforcement, on va dire, de l'abus de droit social, de la requalification par l'administration sociale de toutes les opérations, il est urgent d'attendre. Attention à la tentation pour avoir certaines professions, notamment notaires et avocats, de se précipiter et de transformer sa SEL en SARL classique. C'est vrai aujourd'hui dans le texte qu'il est brut, là, à l'instant T, mais ce n'est pas forcément vrai dans 6 mois. Donc, je pense que toute modification intempestive, et puis je rappelle quand même que tant vis-à-vis de l'abus de droit fiscal que de l'abus de droit social, il convient bien de justifier pour d'autres raisons que sociales ou fiscales toutes les restructurations envisagées. Donc, prudence absolue dans l'époque dans laquelle nous vivons aujourd'hui. De toute façon, l'ensemble des équipes Orcom sont sur le sujet pour à la fois suivre et veiller sur les textes qui arrivent au fur et à mesure et en tout cas pour communiquer, pour les rendre plus compréhensives et pour donner les modalités de l'action. Voilà. Et donc, on communiquera à la fois sur l'évolution
du traitement fiscal des rémunérations d'associés et également sur le sujet des dividendes versés aux structures SPFPL qui aujourd'hui sont, je dirais, trop incertaines pour pouvoir se prononcer dessus. Encore une fois, on a encore un an pour voir venir. Bon, on sait qu'il y aura des précisions, en tout cas, ça c'est certain, puisqu'aujourd'hui, les avis divergent et on attend que l'administration fiscale se positionne clairement sur ce sujet-là. Attention quand même à une tendance de fond. L'histoire de la Cour de cassation, la Cour d'appel d'Aix-en-Provence et de la Cour de cassation qui a confirmé la Cour d'appel sur les dividendes SPFPL montre combien l'administration sociale, cette fois-ci, vise à qualifier tous les revenus d'activité au sein d'une profession réglementée, on va dire, au sein d'une profession libérale, en qualité de revenus professionnels taxables aux charges sociales. C'est ça, en fait, la tendance de fond. Et tous les moyens seront bons, y compris maintenant l'espèce de fluidification qu'a pu voir le jour au travers de l'abus de droit social, qui jusque-là était difficilement mis en œuvre par l'administration, car il n'y avait pas de comité des abus de biens sociaux qui étaient définis, qui fonctionnaient. Là maintenant, il pourrait bien y avoir quand même un autre braquet qui soit intenté incessamment sous peu du fait de l'évolution de la loi de financement de sécurité sociale récente. Donc, attention quand même à tous les montages qui tendent à éluder les charges sociales par le biais de constitution, de restructuration de SPFPL, surtout si le fondement économique n'est pas avéré. S'il s'agit de racheter réellement une entreprise, une nouvelle société par un emprunt et autres, et que c'est totalement nouveau, enfin, je pense qu'il y a peu de risques. Si par contre, il s'agit de créer un montage qui vient éluder des cotisations qui étaient initialement dues à l'URSSAF et aux caisses sociales, aux caisses de retraite, attention, l'administration va continuer à s'engouffrer sur le sujet, et c'est le cas en fait du cas d'espèce là de la Cour de cassation qui a taxé, je rappelle quand même, les dividendes versés par une SEL à une SPFPL sans que le praticien exerçant les perçoive personnellement, eh bien, les a taxés à charge sociale. Voilà. Et en fait, c'est tout simplement qu'ils l'ont qualifié d'abus de droit social sans le qualifier par écrit. Mais c'est ça la logique qui prédomine. Tout à fait. Voilà, j'espère qu'on a été clair. Avez-vous des questions? Est-ce qu'il y a des questions? Je ne vois pas de questions. On a été très clair. Eh bien, c'est parfait. Je ne vois pas de questions. De toute façon, n'hésitez pas à suivre toutes les publications Orcom sur le sujet. On remettra à jour les fiches pratiques suite à l'évolution qui ne manquera pas d'arriver. Et puis, on est de toute façon à disposition pour répondre aux différentes questions qui pourraient venir après. Très bien, merci à toutes et à tous. Merci à tous. Merci Caroline. Merci Thierry, à bientôt. Plaisir, au revoir. Au revoir.